Allez, je recommence. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci à la Fédération Addiction pour son invitation à venir vous présenter, vous parler de ces deux grandes enquêtes que sont DRAM et DTA, que nous pilotons à Grenoble depuis plusieurs années maintenant. Donc ces deux enquêtes, je vous rappelle les acronymes. DRAM, c'est décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances. Et DTA, c'est décès toxique parentalgique. Alors il y a souvent des confusions sur les données qui sont produites par chacune de ces enquêtes, donc je vais essayer aujourd'hui de clarifier vraiment les choses, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Donc l'objectif de ces deux enquêtes, il est commun, même si les publics ciblés sont un peu différents. L'idée, c'est de recueillir tous les cas de décès liés à une surdose survenue en France, d'identifier à chaque fois les produits responsables et de vous présenter donc les principales tendances année après année, et je vais vous présenter à chaque fois aujourd'hui un recul d'une dizaine d'années sur ces deux enquêtes, donc DRAM et DTA. On est sur des décès liés à l'abus de substances psychoactives. Qui dit abus dit trouble de l'usage. Un trouble de l'usage, c'est, pour simplifier, une addiction qui peut aller de l'abus jusqu'à la pharmacodépendance. Et l'objectif, ce sera d'identifier les produits impliqués. Donc dans DRAM, on est sur des médicaments et des drogues illicites. Et puis dans DTA, un public un peu différent, on est sur des cas de décès liés à l'usage de médicaments antalgiques, et uniquement de médicaments antalgiques, donc contre la douleur. Donc dans l'enquête DTA, il n'y a pas de trouble de l'usage qui a été identifié. On n'a pas d'antécédent d'addiction, d'abus, de dépendance qui est connu chez les sujets qui vont malheureusement décéder d'une surdose. Et donc dans ce cadre-là, on va chercher à identifier des médicaments impliqués et uniquement des médicaments antalgiques. En termes de méthode, par contre, les méthodes sont tout à fait communes entre ces deux enquêtes. Le public est différent, mais les méthodes sont tout à fait communes. On est sur des décès qui sont notifiés par des toxicologues et des experts judiciaires, ou des médecins légistes, ou des centres d'addictovigilance qui sont répartis sur le territoire. Les enquêtes DRAM et DTA ne peuvent pas être exhaustives puisqu'elles sont soumises à une décision de la part du procureur. Est-ce que oui ou non, je recherche les causes de la mort? Donc on va déjà chercher à définir, est-ce que le décès est directement lié à l'usage du produit ou est-ce que c'est un décès indirect? Un décès indirect, ce sera par exemple une noyade ou une défenestration qui a abouti au décès de l'individu sous l'emprise de substances, mais la cause de la mort, c'est la noyade ou la défenestration. Ce n'est pas directement la substance qui est impliquée. Donc aujourd'hui, dans les données que je vous présente, on va uniquement travailler sur les décès directs, donc directement liés à l'usage du produit. Ensuite, on va grader chacune des substances qui est présente dans le sang de l'individu en fonction de est-ce que c'est la cause du décès, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, lorsque les substances sont présentes mais qu'on considère qu'elles ne sont pas responsables du décès. Et donc ici, je vais vous présenter uniquement des données pour le niveau 1, donc les produits qui ont été retenus comme responsables du décès, issus des données donc, que l'on va recueillir. Vous avez à gauche un homme de 39 ans qui va être retrouvé décédé sur la voie publique avec des antécédents connus et documentés de pharmacodépendance à l'héroïne. Dans son sang, on va retrouver des concentrations importantes de méthadone et puis des concentrations beaucoup plus faibles de BZE, la benzoyl-ecgonine, qui est un métabolite de la cocaïne. Donc chez ce monsieur, on sait qu'il y a un trouble de l'usage, il n'y a pas de doute là-dessus, donc il va être inclus plutôt dans l'enquête DRAM. Et au vu des concentrations, on va retenir la méthadone comme cause du décès. À droite, vous avez une femme de 51 ans qui va être retrouvée décédée chez elle. Aucun antécédent de trouble de l'usage documenté chez elle. Par contre, on sait qu'elle était traitée par tramadol en particulier pour une fibromyalgie. Et dans son sang, on retrouve de très fortes concentrations de tramadol, des concentrations beaucoup plus faibles de bromazépam, une benzodiazépine. Ici, on est sur une concentration qui est thérapeutique. Et donc, on va conclure à mésusage d'un antalgique qui lui était prescrit. Et on va retenir le tramadol comme cause de décès, mais cette fois-ci, en l'absence de trouble de l'usage, on va plutôt inclure cette femme dans l'enquête DTA. Donc les résultats que je vous présente portent sur 4460 décès directs. Le public, c'est beaucoup plus d'hommes. On a un sexe ratio qui est 4 fois plus important d'hommes par rapport à des femmes de manière générale dans l'enquête DRAM, avec un âge moyen de 37,8 ans. Donc vous voyez qu'on retrouve ce que je vous disais en introduction, ce public d'hommes de 35 à 40 ans qui constitue le public
majoritairement victimes de ces surdoses, avec dans l'enquête DRAM ici, un pourcentage intéressant du territoire français qui est couvert par notre dispositif. Vous le voyez, en 2022, nous étions à 85% du territoire qui était couvert. Alors les départements qui apparaissent en blanc, pour lesquels on n'a pas de données, c'est pas qu'il n'y a pas de décès, hein. C'est que du coup, ils ne nous sont pas remontés. Soit les procureurs ne décident pas d'instruire ces décès, soit les experts qui sont sollicités sur le terrain, toxicologues ou médecins légistes, ne font pas remonter les données dans le cadre du dispositif DRAM. Premier résultat, donc ici sur l'ensemble des décès inclus sur la période 2011-2021, vous avez en rouge en bas le nombre de mono-intoxications. Lorsque une seule substance est responsable du décès, en orange lorsque 2 substances sont responsables du décès, et en jaune en haut lorsque 3 substances ou plus ont été retenues comme ayant causé le décès. Donc ce qu'on observe, c'est quand même sur cette période une augmentation des polyintoxications, vous le voyez, hein, donc les 2 strates jaune et orange en haut qui augmentent petit à petit au cours du temps. Je vais passer. Parmi les décès cette fois-ci impliquant une seule substance. Donc vous avez ici les résultats sur la période avec en bas en violet, donc c'est l'héroïne, en gris au-dessus c'est la cocaïne, au-dessus vous avez les ATS, donc c'est les amphétamines. Donc c'est MDMA, speed, méthamphétamine. En vert, le cannabis. En orange, les nouveaux produits de synthèse, hein, avec l'acronyme NPS. En bleu, les autres substances illicites. En rouge, la méthadone. Hein, on passe du coup dans les substances licites par la suite. La buprenorphine en violet plus clair. En jaune, les autres opioïdes licites. Et en vert, les autres substances licites. Donc, première information, nous avons sur la période une augmentation des substances illicites. Vous voyez que c'est ce qui est représenté en fait sur la droite avec la petite parenthèse orange là. Vous voyez que sur la période, on a une augmentation à la fois de l'héroïne, de la cocaïne, des amphètes, du cannabis par rapport aux substances licites qui reculent. Avec une petite cassure dans les courbes quand même en 2020, avec un impact probable de la pandémie Covid-19 et des différents confinements que nous avons subis. Alors, en 2020, on note un recul de la mortalité par substance illicite. Pourquoi? Il y a 2 explications possibles. La première, ce serait une moindre disponibilité de l'héroïne, qui a été effectivement documentée dans notre pays au moment des confinements. Alors ça n'a pas duré très longtemps, hein. Les trafiquants se sont assez vite adaptés et ont permis à l'héroïne de revenir sur le marché, mais cette moindre disponibilité pourrait avoir joué. Et puis l'autre explication possible, c'est davantage de disponibilité de la méthadone, puisque vous savez qu'à cette période, on a assoupli les règles pour permettre aux usagers d'avoir jusqu'à 28 jours de traitement à domicile. Donc voilà, il s'est passé quelque chose manifestement en 2020 au moment de la pandémie Covid-19. Ça depuis de nombreuses années dans le cadre de l'enquête DRAM, on va y revenir. Je sais que c'est quelque chose qui parfois à la fois surprend et interroge beaucoup, donc je vais en reparler dans les diapos qui suivent. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que vous voyez cette courbe rouge de la mortalité par méthadone dans l'enquête DRAM, elle répond très bien à la courbe de la mortalité violette juste en dessous par héroïne. On a l'impression que ces 2 courbes évoluent en miroir, et donc on a l'impression que lorsqu'un sujet ne meurt pas de méthadone, il meurt d'héroïne ou inversement. Mais ce que je voulais surtout insister, et on le voit peut-être pas très bien sur cette diapo, mais je vous en montrerai une juste après, c'est la courbe grise, celle que je vous montre avec une petite flèche noire, qui est celle de la mortalité par cocaïne dans notre pays. La cocaïne tue seule dans l'enquête DRAM, beaucoup et surtout de plus en plus. Parmi les décès impliquant plusieurs substances, cette fois-ci, donc on retrouve les mêmes couleurs que sur les diapos précédentes, mais la principale évolution qui est assez spectaculaire ici, c'est de nouveau la cocaïne. Je vais y revenir, mais vous le voyez, c'est cette courbe grise qui a dépassé la méthadone, l'héroïne et toutes les autres substances dans le cadre de cette enquête DRAM pour les décès impliquant plusieurs substances. La cocaïne est plus souvent impliquée dans les décès retenus dans le cadre de l'enquête DRAM que l'héroïne sur les 2 dernières années, 2021 et 2022. Et ça, c'est un résultat qui est absolument majeur, sur lequel je reviendrai, j'insisterai encore.
Alors les opioïdes seuls ou associés restent bien sûr les principaux pourvoyeurs de décès en France dans le cadre de notre enquête, ce qui est un plaidoyer en faveur d'une diffusion et de la promotion de l'usage de la naloxone. Mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler. C'est un plaidoyer aussi de mon point de vue, les résultats de RAM, en faveur des haltes soins addiction, puisque ce sont des dispositifs qui ont montré, prouvé leur intérêt dans la réduction des surdoses et la prévention des surdoses. C'est pas moi qui le dis là, c'est l'INSERM dans un rapport de 2021 et puis tout récemment l'IGAS, nous en avons parlé juste avant. Je reviens sur cette information qui interpelle souvent. La méthadone tue plus que l'héroïne, effectivement, dans l'enquête DRAM. Alors je vais essayer de rassurer tout le monde. Ce ne sont pas des données qui sont de nature à remettre en cause la balance bénéfice-risque et l'autorisation de mise sur le marché de la méthadone. Nous ne reviendrons pas sur la commercialisation de la méthadone en France. C'est clair, je le redis, nous n'avons jamais, nous qui produisons ces données DRAM, demandé à remettre en cause l'autorisation de mise sur le marché de la méthadone. Les choses sont claires, je crois. C'est un reproche qui nous est souvent adressé. C'est pour ça que je préfère prévenir. J'arrive enfin au résultat DTA. Donc on est dans un public un peu différent. On est chez des usagers qui n'ont pas de troubles de l'usage. On s'intéresse uniquement à des médicaments antalgiques. Je vous présente des résultats pour 1036 décès directs sur la période 2013-2022. Un petit peu plus de femmes dans le cadre de cette enquête, mais c'est globalement assez équilibré. L'âge moyen est plus élevé, on est à 48,3 ans, avec un âge qui est stable au cours du temps dans le cadre de cette enquête, et un dispositif qui par contre, vous le voyez, couvre beaucoup moins le territoire français. On est à 47,5% du territoire français qui est couvert. Donc, je vous présente une seule courbe dans le cadre de cette enquête DTA, sur l'ensemble des décès qui impliquent une ou plusieurs substances. Eh bien, c'est le tramadol qui est le principal pourvoyeur de décès dans le cadre de cette enquête. Donc, chez des sujets, je le rappelle, qui n'ont pas d'antécédents de troubles de l'usage, qui se voient prescrire un antalgique pour diverses raisons et qui malheureusement vont décéder du fait de cette prescription antalgique. Donc, tramadol en 1, ensuite c'est la morphine, relativement stable, la codéine en 3, mais vous voyez arriver derrière en 4, l'oxycodone ici en vert, qui progresse régulièrement. Alors on n'a pas une crise, on n'a pas une explosion des cas de décès par oxycodone dans DTA, mais une progression régulière qui correspond en fait à la progression tout simplement de cet antalgique sur le marché qui est effectivement de plus en plus vendu. Donc une vigilance quand même sur l'oxycodone, mais pas d'alarme à ce stade. Sur DRAM et DTA, pour essayer de faire une petite synthèse de ces deux enquêtes, je vous présente la situation française et la situation américaine. Donc à gauche, nous avons ces deux enquêtes qui totalisent, lorsqu'elles sont prises ensemble, 624 décès avec au moins un opioïde en 2022. Le chiffre aux États-Unis, je suis allé le chercher, le chiffre exact, parce qu'on donne souvent des environs, mais il y a un chiffre exact qui est communiqué par le CDC. C'est 81 806 décès en 2022 liés à un opioïde. Donc on a un ratio, si vous voulez, qui est de 1 sur 27, donc 9 décès par million d'habitants en France contre 245 décès par million d'habitants aux États-Unis. 27 fois plus de décès par opioïdes aux États-Unis, et donc manifestement on est dans une situation qui n'est pas comparable. Les médicaments impliqués ne sont pas tout à fait les mêmes. En France on est sur méthadone comme premier pourvoyeur dans DRAM, tramadol pour DTA, plutôt oxycodone et hydrocodone aux États-Unis, et puis sur les substances illicites, on est plutôt en France sur héroïne plus ou moins cocaïne, alors qu'aux États-Unis c'est du fentanyl clandestin, vous connaissez l'histoire, essentiellement produit au Mexique avec des précurseurs qui nous viennent d'Asie, coupé avec de la xylazine, la fameuse drogue du zombie, cet anesthésique qui est normalement réservé à un usage vétérinaire mais qui vient couper le fentanyl, et dans le cadre de la 4e vague, associé à de la cocaïne ou de la méthamphétamine. Donc des situations qui sont manifestement différentes. Donc c'est une question pour toi Bruno, mais pour la salle, est-ce que finalement c'est une bonne question de formuler les choses sous la manière est-ce que c'est tel ou tel produit qui tue? Est-ce que finalement, ce qui ne tue pas, c'est l'ignorance, le manque de connaissance des usagers, peut-être de certains professionnels? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que, évidemment, que les réseaux des CEIP n'appellent pas à la décommercialisation ou à la substitution de la méthadone par la buprenorphine. Vous êtes beaucoup plus sceptique que ça, mais le problème, c'est qu'après, on voit les articles de presse qui disent ce genre de choses. Et donc, la petite musique circule que la méthadone est dangereuse, supprimons la méthadone. On sait très bien que supprimer la méthadone, enfin on sait très bien, on ne sait pas très bien, mais on peut supposer que supprimer la méthadone, ça créerait plus de dommages que ça ne résoudrait, ça limiterait les décès parce que les gens
peut-être irait plus vers l'héroïne à niveau, etc. Donc, est-ce que finalement, la reformulation de la question sous la forme est-ce que Stitu c'est un produit ou c'est avant tout une méconnaissance d'un produit, hein, ce qui légitime, je pense, le travail notamment des travailleurs sociaux, des gens qui sont en contact des usagers pour leur permettre une meilleure connaissance de ces produits. C'est pas un message important pour nos décideurs avant qu'ils lisent des articles de presse qui vont leur faire prendre des décisions rapides. C'est juste de rappeler qu'en France, sans avoir besoin d'être en Angleterre, le pharmacien peut faire des délivrances passionnelles. Et peut faire des délivrances jour à jour. Je le rappelle juste. Voilà. Oui. Alors, on est bien d'accord. Et je me demande même s'ils n'ont pas, alors ça je suis pas douée et je ne saurais pas le dire de manière certaine, mais je crois qu'ils ont un forfait, peut-être qu'ils ne correspondent pas au forfait qui est donné quand ils donnent les stupéfiants, mais ils sont quand même rétribués un peu plus s'ils étaient des délivrances factuelles. Donc je pense qu'il faudrait se renseigner pour savoir. Alors, pas à ma connaissance, mais il y a peut-être des gens qui pourraient le confirmer, oui, dans la salle. Après, je voudrais juste revenir là-dessus. Aujourd'hui, pour travailler beaucoup avec l'Exapa de mon territoire dans la région grenobloise, c'est quand même très difficile de trouver des pharmacies qui acceptent de faire de la dispensation et de l'administration supervisée quotidienne. Hein. On est quand même régulièrement... Alors, sans rentrer dans les pharmaciens qui ne veulent même pas entendre parler de buprenorphine ou de méthadone. Ça existe encore, hein, on est bien d'accord. Mais il y a des pharmaciens qui acceptent de faire de la bup ou de la méta, mais quand même qui vont vous dire « Ah ouais, mais alors passer tous les jours 15 minutes avec le même patient pour discuter, etc., c'est compliqué pour moi, j'ai pas le temps, etc. » Donc aujourd'hui, les XAPA ont beaucoup de mal à trouver des pharmaciens partenaires qui acceptent d'accompagner des usagers comme ça. Je le déplore, hein, mais c'est une réalité. Et du coup, est-ce qu'il existe, est-ce que vous savez s'il existe, est-ce qu'il est imaginable de comparer, qu'il y ait une étude qui compare la distribution de ce chiffre avec l'accès aux mesures de ADR, qu'est-ce qu'il y a une pharmacie qui délivre, etc. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce serait intéressant? Alors, ce serait sans aucun doute intéressant, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très difficile à mettre en œuvre de mon point de vue, puisqu'il faudrait récupérer effectivement des données sur les pharmaciens qui accepteraient par exemple de participer et de délivrer de la méthadone ou de la buprenorphine. Je ne sais pas si ces statistiques existent. Alors on pourrait le faire sur les chiffres de vente, mais c'est vrai que ce serait... bon, il faut y réfléchir. Je ne m'attendais pas forcément. Et pareil pour la naloxone. Après, il y aura toujours ce biais quand même qui est inhérent aux données DRAM et DTA, qui est qu'on est sur on est soumis au bon vouloir des procureurs. Bonjour, merci pour ton intervention, c'est très éclairant. Maintenant, j'ai deux questions. Premièrement, la première, c'est concernant justement ces trous de raquettes que tu viens de mentionner. Parce que là, on parle de crise, pas crise, on n'est pas sûr. Est-ce qu'en France, on est différent des États-Unis? Est-ce qu'on peut vraiment se comparer aux États-Unis? Moi, je ne pense pas. Et ces procureurs en question, comment savoir si les données actuelles sont une bonne représentation du portrait des surdoses en France, d'une part mortelles, parce que là on parle des mortels, mais il y a une catégorie des surdoses non mortelles qui causent... Moi j'ai fait beaucoup de surdoses dans ma vie, je suis une personne avec savoir expérientiel, et je vous dirais que les surdoses, quand ça arrive, ça impacte les gens autour de vous, et ça l'impacte beaucoup dans une perspective dans une perspective de prise en charge, ça a beaucoup d'impact sur l'entourage. On parle peu de l'entourage, on parle souvent des professionnels qui agissent en situation de surdose et peu de l'entourage. Au Québec, juste pour vous donner un petit peu un topo, d'ailleurs on va en parler demain, c'est 50% et plus des interventions en situation de surdose, c'est l'entourage, c'est l'entourage proche, des pères, des amis, la famille, etc. Donc, deux questions en une, à savoir, ces procureurs qui ne participent pas à la collecte des données, au monitoring et tout ça, ou ne sont pas collaboratifs, comment savoir si on n'a pas un portrait erroné de la situation? Et deuxièmement, qu'arrive-t-il avec toutes les surdoses qui passent sur le radar parce qu'ils ne sont pas mortels? Donc, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des actions en ce sens là, dans les prochaines années? Est-ce que vous avez déjà des idées d'actions en ce sens?
Ouais, merci pour la question. Alors sur la question de la représentation, est-ce qu'on est représentatif? C'est toujours effectivement difficile à dire. Nous, ce qui nous rassure, c'est qu'on a 85% du territoire qui nous envoie ces cas, donc on a le sentiment que même si on n'est pas exhaustif, on serait quand même assez représentatif de ce qui se passe, mais effectivement, on ne peut pas l'affirmer. Il faudrait qu'on ait d'autres sources d'informations sur la mortalité par overdose. Malheureusement, on n'en a pas en France aujourd'hui. Il y a une possibilité qui est de travailler avec le registre CEPIDC, qui est un registre de l'INSERM qui collige tous les déclarations de décès qui sont réalisées par les médecins qui constatent le décès. Malheureusement, ces certificats de décès sont assez mal remplis, voire même très mal remplis. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si on pourrait se comparer avec le CEPIDC. On a un projet en cours, mais on n'est pas encore allé beaucoup plus loin avec eux. Et donc, sachant que c'est les seules données entre guillemets disponibles, eh ben on travaille avec ce qu'on a. Et puis pour les overdoses non mortelles, non, malheureusement, à ma connaissance, on n'a pas de registre, de moyens de les colliger et de travailler vraiment sur ces données. On a quand même nos données d'addictophilance sur la surveillance par rapport aux remontées du terrain, des surdoses non mortelles. Et par exemple, pour la méthadone, il s'avère qu'on voit de plus en plus de surdoses non mortelles chez des patients qui sont traités. Et c'est dans plein de circonstances différentes. Ça peut être quelqu'un, j'ai un exemple en tête, quelqu'un qui consomme 20 mg par jour, donc on va dire que la dose ne l'expose pas, mais il a eu un contexte d'anxiété et il a pris une semaine de traitement une seule fois, et donc il a fait une surdose. Ça peut être dans des contextes de polyconsommation, ça peut être dans des contextes d'injection. Donc c'est vrai que, je rejoins ce que disait Benjamin, c'est important de faire régulièrement de la pédagogie, tant côté professionnel, parce qu'il faut savoir que la méthadone, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, il y a vraiment des spécificités pharmacologiques, c'est un médicament qui est difficile à manier par rapport à la buprenorphine par exemple, et donc c'est important de rappeler ces spécificités tant sur les effets dépresseurs avec d'autres médicaments ou substances qui peuvent allonger le QT, et il y a l'isotoxate de pointe, des substances sérotoninergiques. Donc c'est vrai qu'il faut faire régulièrement de la pédagogie auprès des professionnels et les patients pour appeler ces risques avec certaines associations. Et c'est vrai que c'est marrant de se dire, la naloxone, là, typiquement, vu que on peut être autant exposé à service de surdose chez les patients traités que non traités, c'est l'intérêt d'essayer de faire de la pédagogie sur la naloxone pour tous les consommateurs de méthadone, parce que peut-être qu'il peut y avoir un événement de vie où ils peuvent s'exposer à un risque de surdose. Donc voilà. Alors moi je voulais vous souhaiter bon courage d'abord en fait, parce qu'avec des trous aussi énormes dans les raquettes, en fait, en effet, je pense que c'est vraiment difficile. Je me dis, là, si je résume ce que moi j'entends, alors 2020 par exemple, en fait, est-ce que c'est des surdoses liées à la méthadone en fait, ou est-ce que c'est des surdoses liées aux conditions psychologiques des gens qui ont augmenté la méthadone? Alors j'entends en fait, mais c'est peut-être un truc d'amener comme ça, c'est peut-être différent. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, on ne rentre pas l'alcool, donc en fait, à partir du moment où on a fait une trace d'héroïne en fait, et 8 flingues de whisky, en fait, c'est l'héroïne qui est responsable de l'OD. Oui. J'entends, ça c'est un des premiers problèmes. On ne rentre pas les surdoses volontaires, parce qu'en fait c'est quand même super difficile à savoir, donc à moins qu'il y ait une lettre qui explique que c'est réellement un suicide avec les gens, etc. Mais on ne rentre pas là-dedans. Les remontées sont mauvaises, en fait je vous souhaite vraiment du courage. Moi je me posais la question par rapport à la méthadone, et je pense que la question elle est posée depuis longtemps, mais à l'histoire d'Henriette Dungo, choquer l'héroïne médicalisée ne serait pas moins dangereux en fait dans ces cas-là. Alors je vous remercie de souligner toutes les limites de ces enquêtes. Que vous dire? Non, mais vous avez raison sur tous les points, il n'y a pas de discussion, ça fait partie des limites de nos enquêtes. Maintenant, j'ai pas de meilleures données en tout cas à vous fournir. Voilà, donc je ne peux que souligner les limites et accepter les limites de ces enquêtes que vous soulignez. Je vous remercie pour les encouragements. Mais alors oui, il y a un gros biais quand même, enfin un gros biais qu'on est obligé d'accepter. Nous, on a une approche qui est vraiment produit, effectivement, et donc on ne va pas discuter de toutes les
de toutes les limites et les conditions psychosociales qui ont pu très dégradées, qui ont eu lieu pendant le Covid. Mais vous avez raison d'insister sur ce point, c'est évidemment clé. Malheureusement, nous, c'est vraiment une approche produit-produit. Moi, pour parler de ma ville, quand on est usager, on appelle le SAPA et puis on aura un rendez-vous dans 3 ou 4 mois. Et voir un usager qui est à la rue, c'est 8 garrots. C'est une personne qui soit va continuer à consommer de l'héroïne, soit elle va prendre de la méthadone de rue. Et donc on a les chiffres qu'on voit là. Il faudrait certainement des dispositifs qui pourraient avoir un impact, peut-être comme les Britanniques, d'accès à de la méthadone de façon beaucoup plus facile et de nous adapter à leur quotidien. Donc, des programmes méthadone seuil adapté, on peut les compter quasi sur une main en France. C'est des dispositifs qui ont pourtant un grand intérêt, qui mériteraient d'être déployés dans beaucoup plus de CARUD et d'Exapa qui sont présents en France. Bon, Sacha me propose de parler 2 secondes de ce qu'on fait à Perpignan. Donc, à Perpignan, on a un programme d'accès facilité à Dicto qui est sur le CARUD. Bon, moi, je suis médecin. Et du coup, effectivement, les gens y passent. Je dirais que la différence est un peu comme le plus méthadone, sauf que nous, on peut adapter la pose directe. C'est-à-dire qu'on n'en donne pas que 20 mg ou 40. Voilà, on demande à la personne combien elle prend, on fait juste un délit. Et les gens peuvent prendre de la méthadone. On a l'euro du prêt, on dit non, parce que je pense que justement ce que je disais, je pense qu'il faut que les personnes aient accès aux 2 traitements de substitution, parce que des fois ils prennent une subitex dans la rue, et c'est un peu idiot de les passer sous méthadone alors qu'ils sont habitués à se trouver dans la rue. Et je pense qu'il y a une réflexion à faire sur l'alcool, comme vous l'avez compris. Mais je pense que c'est le seuil, comme tu dis, il y a le problème du temps d'accès au XAPA, et après, pour moi, il y a aussi la difficulté que ces patients qui viennent en CARUD, c'est la marche haute qu'il peut y avoir de passer d'un moment où ils passent le matin et on leur donne le traitement, à un moment où ils ont un rendez-vous qu'il faut qu'ils honorent, s'ils ratent le rendez-vous, ça peut être un drame dans certains XAPA, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment à travailler sur cet accès